Ma copine et moi avons récemment emménagé dans notre nouvelle maison. C'est vraiment la maison dont nous rêvions, parfaite pour nous. Nous avons une chatte nommée Bella que nous avons recueillie ensemble, donc tout semblait parfait dès notre arrivée. Le seul bémol au début était la maison à notre droite. Elle semblait abandonnée, le propriétaire ayant commencé à la rénover sans jamais la terminer. La disposition des maisons est telle qu'à notre droite se trouve un espace pour l'entrée de notre jardin, et juste à côté se trouve l'entrée de la maison abandonnée. Aucune clôture ne sépare les deux, le propriétaire l'ayant enlevée pour en installer une nouvelle, mais sans jamais terminer les travaux, laissant les deux jardins ouverts. Derrière la maison abandonnée se trouve une autre propriété séparée par une clôture. D'après ce que nous avons pu voir, plusieurs jeunes hommes y vivaient. De temps en temps, en rentrant, nous les voyions couper à travers le jardin du voisin pour rejoindre la rue. Au début, nous n'y avons pas prêté attention. Peut-être connaissait-il le propriétaire et avait-il la permission. Avance rapide jusqu'à notre première nuit dans la nouvelle maison. Nous étions assis dans le jardin, profitant de l'espace, et levions les yeux vers les maisons derrière nous, par simple curiosité. C'est alors que nous avons remarqué un homme qui nous regardait fixement depuis une fenêtre. Il ne se cachait pas. Il le rendait très visible. Son visage était impassible et la pièce était sombre, ce qui rendait la situation encore plus troublante. Nous pensions qu'il était simplement curieux de ses nouveaux voisins. Mais après une demi-heure de ce regard vide, nous avons décidé de rentrer. Les jours suivants se sont déroulés normalement. Je suis allée travailler et ma fiancée a continué à déballer ses affaires. Un soir, nous avons décidé de nous asseoir à nouveau dans le jardin. Il faisait sombre, mais nous avons apprécié regarder les étoiles et avoir des conversations profondes jusqu'à ce que nous entendions la clôture de fortune en planches de bois être déplacée. 3 hommes sont apparus, debout, nous fixant du regard. Ça va? Ai-je demandé, sachant qu'ils ne partiraient pas si je ne disais rien. Le plus jeune, d'environ 29 ans, tenait un gros sac et nous n'avions aucune idée de ce qu'il contenait. Il nous a proposé des pastilles de vaisselle volée que nous avons refusées. J'ai plaisanté à ce sujet car la situation était vraiment gênante. Il a souri et a dit « D'accord », puis ils sont partis. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont ils sont entrés dans notre jardin sans rien dire, comme s'ils avaient le droit d'être là. Nous sommes rentrés à l'intérieur, pensant que c'était un incident isolé, mais la situation a empiré à partir de là. Ils ont commencé à se servir plus souvent dans notre jardin et à agir de manière clairement destinée à nous intimider. Ils entraient dans la maison voisine en soulevant la clôture qui séparait les jardins arrière et en passant. J'ai oublié de préciser que ma petite amie et moi avons 20 ans, alors bien sûr, l'idée qu'ils essayaient peut-être de nous intimider, nous deux jeunes femmes, a été la première chose qui nous a traversé l'esprit. Un jour, alors que je nettoyais le salon, 2 policiers ont contourné notre maison et sont entrés dans le jardin abandonné. Ils ont soulevé la clôture et ont cherché des indices, quelques minutes avant de partir sans rien dire. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai continué ma journée, pensant que les voisins étaient peut-être en danger. Quelques jours plus tard, la police a frappé à notre porte. Ils nous ont expliqué que la maison derrière était désormais vacante. Les hommes avaient été expulsés pour comportement antisocial, apparemment pas seulement envers nous, mais aussi envers d'autres voisins. Honnêtement, nous étions soulagés. Même s'ils n'avaient encore rien fait physiquement, cela signifiait qu'ils n'auraient pas l'occasion d'envenimer la situation. Nous avons continué à nous installer dans la maison. Mais un jour, alors que j'étais dans le bain, j'ai entendu un grand bruit dehors. Je me suis vite habillée et j'ai couru retrouver ma petite amie. Je l'ai trouvée en train d'enregistrer quelque chose depuis la fenêtre de notre chambre d'amis, qui donne sur le jardin de la maison désormais vide. J'ai demandé ce qui se passait, mais elle m'a fait taire. Au bout d'un moment, elle m'a expliqué. Un homme que nous n'avions jamais vu auparavant a pointé du doigt la fenêtre de notre chambre, et quand elle l'a remarqué, il a couru à toute vitesse vers notre maison. Il a essayé la poignée de notre porte en passant, puis est retourné en courant. Nous avons ouvert le jardin, fait sauter la clôture cassée et commencé à frapper à toutes les fenêtres de la maison vide. Nous avons immédiatement appelé la police. Ils sont venus, ont visionné la vidéo, pris une déposition et sont partis. Nous étions sous le choc. Pourquoi aurait-il essayé d'ouvrir notre porte et ensuite cambrioler cette maison? Que préparait-il? Quelques nuits plus tard, alors que nous étions au lit,
nous avons entendu un sifflement. Le genre de sifflet que les hommes utilisent pour harceler les femmes. Il était 2h16 du matin. Nous avons écouté en silence, puis nous avons entendu quelqu'un frapper à notre fenêtre. Terrifiés, nous avons vérifié les caméras, mais pour une raison inconnue, elles n'ont rien enregistré. La personne a dû partir peu de temps après, car les bruits ont cessé. Nous étions trop effrayés pour dormir. Alors, le lendemain, nous sommes allés chez ma mère et y avons passé la nuit. À notre retour le lendemain matin, nous avons remarqué que notre sonnette Ring avait été retirée et posée au sol. La carte SD avait disparu. Quelqu'un était clairement revenu et nous savions qui c'était. Qui d'autre aurait pu faire ça? Nous avons rappelé la police qui nous a demandé de verrouiller toutes les portes et fenêtres. La femme au téléphone a même dit que le retrait de la caméra pouvait être le signe d'un complot, ce qui nous a encore plus terrifiés. Mais au moins, elle était honnête. Les sifflements, les coups et les tentatives de rentrer dans la maison ont continué pendant des semaines. Nous avons déposé plusieurs plaintes. Ils n'ont plus jamais essayé d'ouvrir notre porte, alors nous espérions que c'était fini. Mais 3 semaines plus tard, alors que nous étions au lit et que nous regardions des clips amusants de notre caméra, nous avons regardé la vidéo en direct. C'est alors que nous avons vu un homme dehors, portant un masque noir couvrant sa bouche et son nez, la capuche relevée, debout devant notre jardin, les bras écartés comme s'il imitait Jésus sur la croix. Il fixait la fenêtre de notre chambre, la tête penchée. Nous sommes restés figés. À ce moment-là, nous avions déplacé la caméra à l'intérieur de la maison, donc elle n'a pas enregistré. Nous étions tellement choqués que nous n'avons même pas pensé à filmer. Il a ensuite parlé, mais nous n'avons pas pu entendre ce qu'il disait. Puis il a fait demi-tour, s'est dirigé vers l'autre côté de la rue et est resté planté là, à fixer notre maison pendant une trentaine de minutes. Nous avons rappelé la police. Ils ont dit que ce n'était pas illégal de fixer la propriété de quelqu'un et ont tout balayé du revers de la main. Même quand nous leur avons raconté ce qu'il avait fait sur notre pelouse, ils nous ont donné l'impression d'exagérer. Nous n'avons pas dormi pendant des jours. Le moindre bruit extérieur nous terrifiait, même les plus normaux. Puis, une nuit à 2h52 du matin, nous avons reçu une notification. J'ai réveillé ma copine et lui ai dit « Il y a quelqu'un dehors, je le sais, veuillez vérifier la caméra. » Elle l'a fait et ils étaient là. 2 hommes masqués arrivaient de notre côté, braquant leurs lampes torches sur nos fenêtres. L'un d'eux, celui-là même qui nous harcelait, tenait ce qui ressemblait à un pied de biche. Pourquoi nous? À quoi bon? Pendant des jours, il se tenait de l'autre côté de la rue, pointant du doigt, agitant la main ou criant des choses à notre fenêtre. Chaque fois que nous regardions, il nous fixait d'un air absent. C'était clairement pour nous effrayer et ça a marché. Nous avons contacté la police à plusieurs reprises, mais elle n'a pas fait grand-chose. Le harcèlement continue. Nous avons des caméras maintenant, et nous enregistrons tout, mais nous nous sentons impuissants. Plus tôt dans la journée, il se tenait à nouveau dehors, levant les yeux vers nous. Nous avons filmé la scène et nous sommes absolument terrifiés, mais nous vous tiendrons au courant si quelque chose d'autre se produit. Musique. Je tiens à préciser que je ne suis pas fou. Je sais que ça va paraître paranoïaque, dérangé, délirant, mais je jure que tout ce que je vais vous raconter s'est réellement produit. Tout a commencé par un visage, ou plus exactement, des visages qui semblaient tous légèrement décalés. Il y a 3 mois, j'ai mis fin à une relation avec mon ex Caleb. Nous étions ensemble depuis presque 2 ans, et la rupture était attendue depuis longtemps. Caleb n'était pas violent. Il ne me frappait jamais, mais il était autoritaire et possessif, d'une manière discrète et calculatrice. Peut-être la pire. Il me surveillait quand j'étais au téléphone et me questionnait sur ce que j'avais fait ce jour-là pour voir si je donnerais la même réponse 2 fois. Après l'avoir quitté, j'ai changé de numéro, désactivé mes réseaux sociaux et même déménagé. Je pensais être tranquille. Puis est arrivé le barista. C'était un mardi matin. Je me suis arrêtée dans un petit café près de chez moi. Je n'y étais allée qu'1 ou 2 fois. En m'approchant du comptoir, la barista, une fille de mon âge, m'a souri. Mais quelque chose dans son expression m'a fait réfléchir. Elle a incliné la tête et a dit « Bonjour, mon rayon de soleil ». Je me suis figée parce que c'était le surnom que Caleb me donnait. Ce n'était pas courant. Il le disait sarcastiquement quand j'étais contrariée, du genre « Qu'est-ce qui ne va pas, mon rayon de soleil ?» Il aimait bien appuyer sur les boutons. J'ai balayé l'affaire d'un revers de main. C'était peut-être une coïncidence, mais ça s'est reproduit.
Quelques jours plus tard, j'ai pris un VTC pour aller au travail. Un chauffeur différent de d'habitude, un homme d'un certain âge, peut-être la cinquantaine. Il n'arrêtait pas de me regarder dans le rétroviseur comme s'il essayait de me reconnaître, puis il m'a demandé si j'avais compris ce que je fuyais. Il l'a dit avec la plus grande désinvolture. J'ai simplement répondu « Quoi ?» Il a ri et a secoué la tête comme si j'étais au courant d'une blague. Caleb m'a dit ça un jour après que je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour me remettre sur pied. Il s'est penché, l'air grave, et m'a demandé « As-tu déjà compris ce que tu fuyais ?» Deux inconnus ont répété mot pour mot ce qu'il avait dit. Ça n'arrêtait pas de se reproduire. Une femme à l'épicerie m'a bousculé et m'a murmuré « Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça. » Un type dans la rue a dit « Tu portes toujours tes cheveux comme ça. » Dans la... Un passant, une autre, une employée de mon immeuble, a dit « Tu aimes toujours cette chanson. » en fredonnant l'air exact que Caleb jouait quand on se disputait. Ce n'était pas leur visage qui me faisait flipper. C'était leur façon de me regarder, comme s'ils me connaissaient ou du moins pensaient de me connaître. Ils avaient tous des visages différents, mais leurs yeux avaient tous la même expression. J'ai commencé à croire que je devenais folle. Enfin, comment expliquer cela autrement? Alors j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fière. J'ai contacté Caleb, pas directement. J'ai envoyé un message à sa sœur. Je lui ai dit de lui dire d'arrêter. Je me suis dit qu'il avait peut-être engagé un détective privé. Peut-être qu'il me harcelait ou tirait des ficelles, racontant des choses sur moi. Je voulais juste que ça cesse. Elle m'a répondu le lendemain. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Caleb est en cure de désintoxication. Il y est depuis 6 semaines, sans téléphone. Je ne la croyais pas. Je pensais qu'elle le couvrait. Jusqu'à ce que je voie une photo de lui sur Facebook une semaine plus tard, pâle et abattu, tenant un de ses chips de sobriété d'un jour. Donc, ce ne pouvait pas être Caleb, du moins pas directement. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ces inconnus savaient des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Un soir, je suis restée tard au travail. Je ne voulais pas rentrer chez moi parce que mon appartement ne me semblait plus sûr. Non pas qu'il se soit passé quelque chose de mal à l'intérieur. Je n'aimais juste pas être seule. Vers 22 heures, j'ai finalement décidé d'aller me coucher. J'ai marché 10 minutes jusqu'à chez moi, tête baissée, écouteurs sur les oreilles, mais sans musique. J'avais appris à le faire pour pouvoir entendre si quelqu'un me suivait. En tournant au coin de ma rue, j'ai aperçu quelqu'un assis sur le perron de l'immeuble en face du mien. Un jeune homme avec son sweat à capuche relevée, mais la tête baissée. Je l'ai presque ignoré jusqu'à ce qu'il parle. Il a dit « Il fait froid ce soir, hein, Soleil? » Je me suis arrêtée. Il ne m'a pas regardée. Il fixait simplement le trottoir comme s'il lisait quelque chose. Je suis passée lentement devant sans dire un mot. Arrivée à mon immeuble, je suis montée à l'étage et j'ai verrouillé la porte à fond. Je suis restée assise sur le canapé pendant des heures, sans rien écouter. Finalement, je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon paillasson retourné. Ça peut paraître anodin, mais je vis seule et la porte de mon appartement est au dernier étage. On ne passe pas devant chez moi par hasard. Sous mon paillasson, il y avait quelque chose de griffonné au stylo. Tu peux changer de visage si tu veux, mais je te reconnaîtrai quand même. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai quand même vomi. Ce jour-là, j'ai réservé un hôtel pour le week-end. J'ai quitté mon appartement sans rien emporter. Je ne me sentais pas en sécurité, même pour prendre des vêtements. J'avais juste besoin d'être dans un endroit bondé. Le réceptionniste m'a donné une chambre au 4e étage. C'était petit, calme et un peu étouffant, mais je m'y sentais en sécurité. Mais seulement jusqu'à environ 2 heures du matin, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Il y a eu 3 coups lents. Je me suis redressée dans mon lit et j'ai attendu. On a fini par frapper à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et c'était une femme d'une quarantaine d'années. Son visage était totalement vide et inexpressif. Elle fixait la porte du regard. Elle ne disait rien. Du coup, je n'ai pas fait un bruit et elle a fini par partir. C'était l'une des choses les plus perturbantes que j'ai jamais vues. Le lendemain matin, j'ai demandé à la réception si quelqu'un était passé dans ma chambre. On m'a dit que personne n'aurait dû être là-haut, surtout à cette heure-là. Toutes les chambres de mon étage étaient libres. C'est là que j'ai compris. Ce n'étaient pas des inconnus. Ils étaient censés et me fournissaient des informations. On leur avait donné des phrases que Caleb utilisait.
Mais si ce n'était pas Caleb, qui le ferait et pourquoi? J'ai pensé à Caleb en cure de désintoxication, à son obsession du contrôle et à son désir de ne jamais disparaître complètement. Il n'avait pas besoin d'être celui qui frappe. Il avait juste besoin d'envoyer d'autres personnes le faire. Alors, j'ai commencé à creuser et je me suis souvenu d'une conversation datant de plusieurs mois avant la rupture. Caleb parlait d'un forum qu'il fréquentait, un endroit où les gens partageaient leurs tactiques. Il a fait comme si c'était pour être plus productif ou pour s'améliorer. Je ne me souviens plus du nom. Honnêtement, je ne pense pas qu'il me l'ait jamais donné, mais avec le recul, ça ressemblait à un jeu de rôle sectaire et flippant, sauf que ça m'arrive vraiment. Quelqu'un, probablement Caleb, avait engagé des gens pour répéter ses mots et imiter ses comportements, de sorte que même s'il n'était plus dans ma vie, techniquement, je me souviendrai toujours de lui. Ce n'était pas du harcèlement au sens traditionnel du terme. C'était du graffiti psychologique, comme si s'aspergeait de ses propres images sur des inconnus, de sorte que je ne pouvais jamais savoir qui je regardais. Je ne pense pas qu'il s'agisse de me surveiller, mais plutôt de m'assurer de ne jamais cesser de le surveiller. J'ai déménagé à nouveau et j'ai disparu des réseaux sociaux. Je me suis même teint les cheveux. J'ai dit à mes amis de ne dire à personne où j'étais. Ça a fonctionné jusqu'à la semaine dernière. Je rentrais de la librairie et une femme m'a croisée dans la rue et m'a dit « Toujours caché derrière des livres, mon beau ». Elle n'arrêtait pas de marcher, rien que pour me regarder. Je ne pense pas que ça s'arrêtera un jour. Peut-être qu'il a payé un service clandestin pour me faire ça pendant 1 an. Qui sait, peut-être qu'il l'a rendu public. Peut-être que c'est un jeu clandestin tordu maintenant. Qui peut le mieux effrayer Sunshine? Qui peut s'approcher le plus près sans la toucher? Je ne peux plus me fier à personne. Cette paranoïa constante me ronge vraiment la santé mentale. Musique. Ma famille c'est plutôt casanière et ne voyage pas, alors tout le monde a été surpris quand ma tante a proposé un voyage dans l'un des grands lacs du Michigan. Nous avons accepté, voulant créer de nouveaux souvenirs ensemble. Mon cousin a réservé un Airbnb spacieux qui pouvait nous accueillir tous les 18, ce qui tenait du miracle vu le prix. La maison était située directement sur la plage avec une vue magnifique sur le lac qui s'étendait à des kilomètres, presque comme un océan. La plupart d'entre nous ont occupé des chambres dans la maison principale, mais comme nous étions nombreux, certains ont été logés dans un deuxième bâtiment juste derrière, un garage à 2 étages avec des chambres à l'étage. Mes 3 cousins et moi étions censés dormir là. Au début, on n'y a pas prêté attention. On a passé la majeure partie de la première journée à profiter du jacuzzi, à se détendre sur la plage et à admirer le paysage. Ce n'est que le soir que nous sommes entrés pour de bon dans le garage. L'espace était démodé et négligé, avec des salles de bain moquetées qui sentaient le moisi, des draps tachés et une porte mal fermée. De toute évidence, les femmes de ménage se concentraient sur la maison principale et ignorèrent le garage. Mes cousins étaient dégoûtés et refusèrent de dormir sur les lits sans que nous lavions les draps. J'ai donc proposé qu'on fasse la lessive. Les machines étaient petites, on ne pouvait donc laver qu'un jeu de draps à la fois, et il était évident qu'on veillerait tard. On a passé le temps à l'étage, à attendre la première machine. Ma cousine Maria s'est plainte d'être coincée dans le pire endroit. Et tandis qu'elle parlait, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si quelque chose de grave se préparait. J'ai déjà eu ce sentiment, une intuition rare qui se termine généralement en cauchemar, voire pire. J'ai dit à mes cousins de rester vigilants, et ils m'ont écouté, d'autant plus que nous avions tous déjà été victimes d'effractions lorsque nous vivions à Détroit. Vers minuit, la cloche a sonné au rez-de-chaussée, signalant la fin du lavage. Je suis descendue seule, j'ai mis la lessive dans le sèche-linge et j'ai remonté les draps qui sentaient mon bon. Quand mes cousins ont vu leur linge propre, ils ont voulu qu'on lave aussi leur literie. Alors, j'ai continué à faire les allers-retours entre les cycles pour faire les draps de tout le monde. Vers 2h30, 7h du matin, on avait enfin fini. On avait fait les lits et on était trop fatigués pour rester debout plus longtemps. Ma cousine Nikki a insisté pour qu'on laisse la lumière allumée, et pendant qu'ils s'endormaient tous vite, je suis restée éveillée à faire quelques devoirs sur mon téléphone. J'ai le sommeil léger, un défaut qui m'est resté depuis le cambriolage, et je suis restée hyper attentif à mon environnement, même à moitié endormie. Puis, vers 3h du matin, un grand bruit a frappé la porte du garage, comme si quelqu'un s'était jeté dessus.
Je me suis redressée, surpris, mais mes cousins n'ont pas bougé. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste du vent, même si le bruit était trop fort. Malgré tout, je suis resté silencieux et j'ai essayé de dormir. Mais ça s'est reproduit. Le même fracas assourdissant, cette fois en faisant trembler la porte du garage. Le bâtiment a tremblé sous l'impact. J'étais complètement réveillée maintenant, regardant la pièce éclairée par la lampe, tandis que mes cousins continuaient de dormir. Aucun animal, ni aucune rafale de vent n'aurait pu provoquer cela. 20 minutes plus tard, la troisième explosion retentit. Le garage trembla de nouveau, et finalement, 2 de mes cousins se redressèrent brusquement. Je leur demandai s'ils avaient entendu, connaissant déjà la réponse. Nikki a demandé ce que c'était, et j'ai répondu « Je ne sais pas, mais c'est la 3e fois que je l'entends. » Nous étions tous d'accord pour dire qu'aucun vent ne pouvait causer ce bruit. Nikki a suggéré d'envoyer un SMS à sa mère, ma tante, ce que nous avons fait. Il était 4h11 du matin lorsqu'elle a répondu, comprenant qu'il devait se passer quelque chose de grave. Elle a réveillé mon oncle qui a couru dehors pour vérifier la propriété. Nous sommes restés à l'étage, trop effrayés pour bouger, jusqu'à ce que nous entendions frapper. C'était mon oncle à la porte, et quand nous l'avons ouverte, nous l'avons vu debout là, avec mon père et quelques-uns de nos cousins plus âgés. C'est là que j'ai su que c'était grave. Il n'y avait pas de vent, personne ne jouait dans les parages. Mon oncle nous a dit de prendre nos affaires qui allaient à la maison principale. They tried to silence me, not because what I'm saying is harmful, but because it's powerful. Because once a man hears this, something shifts forever. You'll start seeing through the illusions, the games, the emotional tricks. Women won't look at you the same. They'll feel your distance. They'll fear your detachment. And not because you're cruel, but because you finally see through the mask they used to keep you chasing validation. There's a silent script women hope men never decode, an emotional framework that keeps them one step ahead, keeps you insecure, overthinking, overgiving, makes you mistake their silence as affection, their indifference as mystery. But the moment you catch on, the moment you stop reacting to their emotional rhythm, that's when you become unpredictable. That's when she realizes she's not holding the reins anymore. You are, and that scares her more than you know. You're not the same man who begged for answers or fought for attention. You've grown colder, but not cruel. You've become still yet more powerful. You're not explaining your every move anymore. You've learned the most dangerous thing a man can do is fall silent, not to manipulate, but to protect his soul. That quiet, it's not apathy, it's clarity. She feels it before you speak. She sees it in your eyes. You're gone, and she doesn't know how to reach you anymore. Let's be honest. The biggest trap men fall into is thinking they have to be perfect to be loved. Like you need a flawless body, endless charisma, and constant achievements just to be worthy of her affection. But that lie was never yours to carry. You don't need to be polished. You need to be present. She doesn't need your resume. She craves your rooted, unwavering awareness. That's what creates connection, not performance, but presence. And presence isn't about being clingy or dramatic. It's not in the constant checking in the elaborate dates or trying to impress her at every turn. No, real presence is simple. It's when you're there emotionally, mentally, spiritually, when your attention isn't scattered, when you're not faking interest or chasing approval. It's when you're calm in your skin, grounded in your values, and not afraid of silence. Women can feel that kind of presence. It speaks louder than words ever could. You can be beside her saying all the right things and still be invisible if you're trying too hard. She doesn't respond to noise, she responds to soul. If your energy is begging for validation, if your spirit is trying to convince her to love you, she'll feel it and pull away. Not out of confusion, but because your self-worth isn't anchored yet. She senses it. And until you anchor in your own truth, she won't trust your presence. When a man is truly present, he becomes unforgettable. Not because he's flashy or overwhelming, but because he's felt. His silence isn't empty. It's magnetic. He doesn't flood her inbox. He doesn't chase. And yet, she can't stop thinking about him because real presence doesn't perform. It penetrates. It makes her feel safe. It makes her feel feminine.
It invites her to let go of the walls she built and rest in your masculine certainty. But too many men never become that man. They're too busy playing roles, trying to say the right lines, afraid of being misunderstood. So they talk too much, overgive and exhaust themselves trying to be everything. And in the process, they forget the most powerful version of themselves. The calm, grounded, steady version that says nothing, but is felt in every room he enters. The man who doesn't try to impress, just shows up in truth. Now let's talk about your energy. Not your outer appearance, not your style, not how loud you laugh at parties. I mean, the energy you carry before you even speak. The vibe that walks in with you, that invisible presence tells women everything. Your posture, your breath, your eye contact, it all says something. And if what it says is, I need you to like me, she hears it loud and clear. Even if you don't say a word, if your energy is needy, she'll test you. If your confidence is shallow, she'll push it. She'll question your boundaries, not because she's cruel, but because she's trying to feel you. Women don't trust softness unless it's anchored in strength. If she senses you bending to avoid conflict, if she sees you shrinking just to keep her close, she doesn't feel secure. She feels burdened. And over time, her respect starts to fade quietly, but completely. A man who doesn't respect himself cannot protect her heart. He can't protect anything, not even his own peace.